Et salut tout le monde, bienvenue dans Fighters, le podcast d'un amateur de sport de combat pour les amateurs de sport de combat. À la carte, aujourd'hui, on parlera de l'UFC Mexico qui a eu lieu ce samedi soir. On parlera bien évidemment du combat Canelo contre Crawford. On passera un petit tour également sur la carte de l'ARES qui était également ce samedi soir. Les amis, n'hésitez pas, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, mettre une petite note sur les applications de podcast. Ça fait plaisir. Si vous avez des suggestions, des catégories que vous avez envie de me suggérer, n'hésitez pas à me le dire. Mon compte Instagram, c'est sami-h.a. Bon les frérots, on a vraiment eu une soirée de sport de combat exceptionnelle ce week-end entre l'UFC Mexico, l'ARES à Paris et le combat de Canelo Crawford et globalement toute cette carte de boxe anglaise. Franchement, on a été servi, on a été régalé. Alors pour cet épisode, on va se concentrer principalement sur la carte de l'UFC Mexico car je ne suis pas riche, malheureusement pas encore, donc je n'ai pas Canal+, je n'ai pas pu voir l'ARES et je n'ai pas Netflix. Ouais, ça fait bizarre, mais c'est vrai que Netflix, moi je le prends pas. Par contre, je me suis quand même renseigné un peu sur les victoires de l'ARES et notamment bien sûr de Crawford Canelo. Donc on va passer sur ça déjà dans un premier temps. Tout d'abord, bien sûr, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette information. Canelo s'est incliné face à Crawford à la décision majoritaire. Donc au bout de 12 rounds, Crawford a réussi à battre Canelo. C'était inespéré pour beaucoup de personnes. Et pourtant, Crawford a réussi à le faire. Il a battu Canelo. J'ai pas trop envie de me prononcer sur ce combat car je n'ai pas vu le combat en entier, comme je l'ai dit. J'ai vu des petites bribes par-ci par-là. Donc je peux pas donner une analyse plus profonde que ça. Juste l'exploit est extraordinaire. Franchement, Crawford est invaincu. Je crois que j'ai vu 42-0. C'est quand même assez exceptionnel. Surtout que voilà, là on n'est pas chez les poids lourds, même si les poids lourds, voilà, ça reste quand même des catégories. Là, on est sur des points, des poids où il y a beaucoup plus de compétitivité, pardon. Donc franchement, c'est un exploit exceptionnel. Et là, va falloir parler de Crawford vraiment méchamment. Parce que là, il est en train de faire des choses qui sont très très méchantes. La suite pour Crawford, on ne sait pas encore. En tout cas, quand même, voilà. Crawford a battu Canelo à la décision. À côté, le samedi soir, en France, il y avait également la carte de l'Ares, où Aboubakar Bathily s'est incliné face à Moreno Cacapor, quelque chose comme ça, un Suisse, au deuxième round par TKO ou par KO. Enfin, en tout cas, Cacapor, il rentre sur son bras arrière, Bathily tombe, et après, il le finit en grande pente. Donc, c'est un TKO parce que l'arbitre l'arrête, mais ça peut être aussi considéré comme un KO. J'ai pas envie d'être critique avec Bathily, mais tous ceux qui parlaient que Bathily pouvait aller à l'UFC, sincèrement, moi, je n'ai jamais trop compris parce que je trouve pas que Bathily il a un niveau exceptionnel, quoi. Enfin, sincèrement, j'ai pas vu tous les combats de Bathily, mais j'avais vu son combat l'année dernière en entier face à Sofiane Boukijou. C'était une défense ou en tout cas c'était pour la ceinture des heavyweight à l'ARES. C'était un combat qu'il avait mené à la décision, il me semble, sur 5 rounds, ou peut-être qu'il avait fini dans les derniers rounds. En tout cas, son niveau, je le trouve vraiment pas incroyable, quoi. Je sais même pas si c'est à KT à Bathily. Parce qu'on a vu des poids lourds qui étaient volumineux, mais là, il est quand même très volumineux, Bathily. Et là, on a vu le cas notamment avec Yacine Bouganem, où Bouganem, c'était une anomalie en boxe taille. Il était obèse et pourtant, il arrivait à bouger comme un poids plume. Et voilà. Mais là, il a quand même fait sa perte de poids. Et là, Bathily, je me dis quand même, il est pas très grand, il est obèse, enfin, c'est le cas de le dire. Après, il a quand même des qualités physiques indéniables, hein, c'est un athlète de haut niveau. Mais moi, je le trouve pas non plus incroyable et je pense pas qu'il a vraiment le niveau de l'UFC. En tout cas, on l'a vu ce soir. Il y a encore beaucoup de travail. Néanmoins, je lui apprends rien, hein. Quand on sort d'une défaite par KO deuxième round, je pense qu'on a beaucoup de choses à travailler. En tout cas, voilà, c'était ça que j'avais noté. Également, une égalité entre le combat de Paulin Béguet contre Mustapha Diakité. Je n'ai pas vu le combat, comme je vous l'ai dit. Là, c'est vraiment juste, je vous informe au cas où ça vous intéresserait. Donc voilà, égalité, draw entre ces deux combattants. Je ne vais pas me prononcer plus comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu voir ces combats. Par contre, on va se concentrer sur la carte de l'UFC Mexico avec tout d'abord le main event, un combat vraiment incroyable, le meilleur combat de la soirée. Et franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un combat comme ça, puisque même lors de l'UFC Paris, il y a eu des bons combats, mais là, c'était vraiment ouf, vraiment, vraiment ouf. Je parle bien sûr de Diego Lopez contre Jean Silva. Un énorme combat dans la catégorie des featherweight, donc en moins de 66 kilos. Tout d'abord, Jean Silva, c'était, il me semble, le 10e ou le 8e de la catégorie, quelque chose comme ça. Diego Lopez, c'était le deuxième. Donc, Jean Silva n'avait pas grand-chose à perdre s'il perdait.
Tandis que Diego Lopez, bah forcément, il avait pas mal de choses à perdre, sachant que son dernier combat, c'était pour le titre face à Volkanovski. Donc c'était un combat qui avait beaucoup de promesses, hein. Forcément, c'est deux personnes qui aiment beaucoup échanger dans la boîte, qui aiment les grosses guerres. Jean Silva, c'est très très méchant. Donc moi j'étais hype par ce combat et franchement on n'a pas été déçus. C'était vraiment un combat qui était incroyable. J'ai noté lors du premier round qu'on a eu un bon début de round pour Jean Silva et Lopez. C'était assez disputé. Puis après on a eu une première amenée au sol de la part de Diego Lopez. Et puis alors là c'était le festival. Franchement j'ai eu très très peur pour Jean Silva. Car Diego Lopez a mis des gros coups de coude en tous 6. Donc vous savez, c'est les coups de coude qui viennent d'en haut vers le bas sur le crâne. En fait, pour vous expliquer un peu la position, Diego Lopez était en full mount. Donc il était en entier sur Jean Silva. Les genoux étaient au niveau des hanches. Donc il était vraiment sur la position la plus dominante qu'on peut avoir dans le grappling. Et en fait, Jean Silva a essayé de se coller au niveau de son buste. Et en se collant, eh bien, Diego Lopez avait des ouvertures pour lui mettre des coups de coude vraiment endoucis, donc sur le haut du crâne. Et il a ouvert. Il a ouvert directement. Après les coudes, on a eu des coups de poing. Enfin, franchement, je me suis dit que là, le combat pouvait s'arrêter vraiment très rapidement. Néanmoins, Jean Silva était en train de sourire, hein. Pour lui, c'était comme un lundi, j'ai envie de vous dire. C'était pas très, très dérangeant pour lui. Il était en train de sourire. Il était quand même actif. C'est ça qui a permis au combat de continuer. Mais je me suis dit, ok, là, il y a quand même un chemin de victoire pour Lopez. S'il arrive à garder ce grappling, bah, le combat peut se finir quand même assez rapidement sur les 2-3 prochains rounds. En tout cas, il y a également une prise de dos où il y a eu des menaces d'étranglement, un bon contrôle de Diego puisqu'il est quand même assez grand, donc c'est compliqué de maintenir quelqu'un qui est plus petit. Néanmoins, il a quand même réussi à le contrôler, donc franchement, c'était pas mal. Après ça, Jean Silva arrive à se relever. Et là, pareil, on arrive comme sur le premier round, enfin sur la première minute. C'est assez disputé. Jean Silva arrive à mettre des front kicks au visage. Il arrive à toucher. Donc, gros premier round. Diego Lopez, pour moi, il le prend, bien sûr, hein. S'il y avait un peu moins d'adversité de la part de Jean Silva, pour moi, c'était un round qui était en 18. Je m'explique. Pour avoir un 18 en MMA, il faut avoir les 3D, dégâts, durée et domination, il me semble. Je ne sais pas si c'est vraiment dans cet ordre. En tout cas, sur les dégâts, Diego Lopez en a fait le plus, hein. Il a ouvert pendant longtemps. La durée, donc voilà, je vous l'ai dit, hein, pendant au moins 2 minutes, il était en full mount ou en prise de dos. Et après, sur la domination, il a gagné le combat. Donc moi, tu me dis un 18 de la part de Lopez, je ne tombe pas des nues. Après, d'un autre côté, vu que Silva a quand même eu du répondant, on pourrait plus partir sur un 19. Après, on a eu le deuxième round, et là, le deuxième round, c'est l'inverse total. On a Diego Lopez qui n'arrive pas, ou en tout cas qui ne tente pas d'amener Jean Silva au sol. C'est assez étrange. En tout cas, il essaye, mais un peu plus tard dans le round. Dès les premières minutes, on a un Jean Silva qui est là, qui n'a pas l'air d'être trop impacté par le round d'avant, parce qu'il a quand même pris cher. Et au contraire, il arrive à rentrer dans la boîte face à Diego Lopez. Et alors là, franchement, Jean Silva, c'est très méchant. Je vous l'ai pas dit, mais Jean Silva, il a perdu ce combat, mais je l'enterre pas parce que franchement, il a un striking. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. En fait, c'est vraiment un striking brutal et méchant. C'est-à-dire que chaque coup qu'il met, il veut te faire mal, mais vraiment mal. Il veut te tuer. Il a des coups de coude retournés, il a des droites plongeantes, il a des crochets, il a des coudes, il a tout. Et franchement, c'est un striking tellement agressif et tellement précis à la fois. Franchement, Lopez, tu voyais que sa tête, elle partait dans tous les sens. Et je me suis dit, mais là, je sais pas ce qu'il fait en fait. Pourquoi Lopez, il reste dans la boîte comme ça et pourquoi? Tu vois, il avait quelque chose à faire là. Il fallait peut-être l'emmener un takedown, peut-être plus de kick, essayer de casser les appuis, je ne sais pas. Mais là, franchement, c'était dingue quand même. Il prenait tout dans la tête. Et là, je me suis dit, bon, bah, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Jean Silva, il corse le jeu. Il touche de plus en plus Diego Lopez avec des frappes menaçantes, comme je l'ai dit, des coups, des points. Et alors là, tout d'un coup, Jean Silva, il arrive sur Diego Lopez. Et Diego Lopez, il sort un coup de coude retourné. Et il fait tomber Jean Silva. Et alors là, j'étais choqué. Là, franchement, j'étais choqué. On avait une grosse période de domination de la part de Jean Silva. Et en avançant, Diego Lopez, il te sort un coup de coude retourné. Et là, j'étais choqué. Là, il fume Jean Silva. Il tombe. Diego Lopez le suit bien avec un ground and pound. Et le combat s'arrête. Franchement, j'étais choqué parce que c'est vraiment un finish qui est incroyable. Et en plus, pardon, d'avoir un finish incroyable, c'était surtout dans la dynamique. Il prend le premier round, il perd le deuxième round, mais franchement, il le perd vraiment méchant, quoi. Il prend beaucoup, beaucoup de coups et il arrive à sortir ce finish. Franchement, un combat incroyable. Si vous pouvez le regarder, regardez-le parce que s'il y a vraiment un combat à regarder sur cette soirée, c'était bien ce main event. On poursuit avec la suite.
Rob Font contre Martinez. Franchement, un combat très intéressant également niveau tactique, puisque là, on avait un Rob Font qui avançait sur Martinez, pardon, et on avait un Martinez qui bougeait beaucoup, qui essayait vraiment de partir de ce cadrage. Donc ce que j'ai noté, c'est qu'on avait un très bon déplaçant de Martinez qui va de gauche, qui va de droite, un beau travail de jambes en low kick et un stop kick avec des oblique kicks également et des kicks un peu plus sur le côté. Je m'explique, les low kicks, vous savez, c'est les coups de pied à la jambe. On peut viser tout ce qui est mollet, ce qu'on appelle les calf kicks, ou sinon on peut viser tout ce qui est cuisse, donc plutôt low kick basique. On a également les stop kicks. Les stop kicks, ça va être au niveau de la rotule. Vous voyez, en fait, si l'adversaire avance vers vous, vous mettez un stop kick sur la rotule, et en fait, ça le stop. C'est pour ça qu'on l'appelle le stop kick. Donc ça, c'était intéressant. Il y avait également pas mal de kicks sur le côté pour empêcher de se faire prendre le pied, parce que c'est beaucoup plus facile de saisir un front kick lorsque la pointe est vers l'avant, tandis que si la pointe est vers le côté, c'est plus compliqué de saisir. Donc voilà, beau travail de jambes de Martinez. Rob Font, on le sent qu'il est très dangereux sur les points, mais malheureusement Martinez est beaucoup plus rapide que lui, donc il arrive à moins toucher, et en plus de cela, il se fait toucher. On a néanmoins une belle défense de lutte de Martinez, car Rob Font, sa technique c'était de venir en anglaise, puis s'il arrive à toucher, bam, coller en lutte et essayer de l'amener au sol, sauf qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi du tout. Donc ça c'était sur le premier round. Premier round, Martinez le prend logiquement, j'ai envie de vous dire. Le deuxième round, on a beaucoup moins de kicks de la part de Martinez. C'est un peu étonnant. Soit il s'est fait mal, soit il a arrêté, je ne sais pas. Alors Rob Font s'est mis à avancer aussi beaucoup plus. Et donc forcément, Martinez avait moins la distance pour envoyer ses kicks. C'était un round un peu plus serré quand même des deux, parce que Rob Font touchait pas mal. Martinez aussi. Je voyais quand même Martinez prendre ce round. Le troisième round, c'est un peu plus pour Martinez toujours. Martinez, il gaze out pas, il est toujours là, tandis que Rob Font, il baisse un peu de régime. Donc logiquement, c'est une victoire à la décision de Martinez. C'est un combat maîtrisé. Et en plus de cela, à la troisième reprise, donc à la fin de la troisième reprise, Martinez, il a réussi à accélérer d'un coup. Il a fait une Max Holloway, il a vraiment dit on se met au centre et on finit fort. Et ça, c'était bien sûr dans l'intérêt de Martinez, car il voulait marquer les juges. Il savait qu'il avait le premier round. Le deuxième round, il savait pas trop. Et donc le troisième round, il a voulu finir fort. Ça, c'est une technique, bien sûr, qui est très importante dans les sports de combat. C'est le fight IQ. Faut pas tout remettre dans les sports des juges. Vous êtes peut-être sûr d'avoir le premier et le deuxième round, mais ça se trouve que les juges n'ont pas marqué ça. Donc le plus important dans les scorings de round, c'est d'essayer de terminer fort, parce que c'est ce qui va rester dans la tête des juges. Donc vous êtes là, vous savez peut-être pas si vous avez gagné le round, et bien les 30 dernières secondes, vous essayez de terminer fort, comme ça en moins, vous laissez une marque dans la tête des juges, et vous êtes plus à même de gagner ce round. Donc c'était un combat vraiment très intéressant. Et donc Martinez, qui n'était pas classé, a tapé le numéro 9. Donc franchement, c'était pas mal. C'était dans la catégorie des bantamweight. Ensuite, on avait le combat de Ferreira contre Hernandez. Alors, gros cadrage de Ferreira, un bon déplacement de Hernandez, un peu dans la même manière que le combat précédent de Font Martinez. On a un qui avance sur l'adversaire, tandis que l'autre se déplace beaucoup. Franchement, c'était intéressant. Néanmoins, toujours un peu comme dans le combat précédent, Ferreira il cadrait mais il n'arrivait pas trop à toucher Hernandez. Et Hernandez bougeait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'était un combat qui était... Enfin, je me suis pas trop amusé en regardant ce combat, c'était un peu chiant entre guillemets. Mais par contre, le jeu de Hernandez a vraiment fonctionné puisqu'il était un peu... si vous voulez, il se déplaçait, puis il essayait d'être explosif sur un ou deux coups pour vraiment essayer de choquer Ferreira. Et ça a marché, puisque sur la fin du deuxième round, Hernandez a réussi à mettre Ferreira KO. Voilà, il l'a piqué sur un coup et il a aussi terminé le combat. Donc franchement, c'était un très très beau combat également, même si c'était pas le meilleur de la carte. Ensuite, on a eu un combat aussi important, Garcia contre Gordon. Ce que j'ai noté, c'est que là, on avait un style similaire de boxe anglaise pour les deux. Donc les deux étaient plutôt sur des mouvements de buste et de poing, bien sûr, en boxe anglaise. Par contre, Garcia avait un meilleur mouvement de tête. C'est-à-dire qu'il bougeait plus la tête et le buste, ce qui est important en boxe anglaise, surtout pour désaxer les coups. Par exemple, vous vous doutez bien que si on reste dans l'axe, eh bien, on se prend plus facilement un jab. Alors que si on est tout le temps en mouvement, eh bien, le jab peut passer à côté, derrière. Donc ça, c'est plutôt important quand on fait de l'anglaise. Et donc Garcia a également des gros calf kicks, donc ça c'était important. Bon deuxième round de la part de Gordon. Donc voilà, on a un premier round plutôt pour Garcia, un deuxième round plutôt pour Gordon. Normalement, c'est pas des rounds vraiment, c'est pas une domination totale de la part des deux. C'est assez disputé.
Gros coude de la part de Garcia, mais baisse de puissance et de mouvement de buste de la part de Garcia toujours. Donc Garcia, il essaye d'avoir des petites fulgurances comme ça, mais malheureusement, il se fait dépasser un peu par Gordon. Donc ouais, c'était un peu plus compliqué. Et puis, ce que j'ai noté enfin, c'est que Garcia, quand même, je vous l'ai dit, il utilisait des coudes, mais il utilise surtout les coudes en fin de clinch, et ça, c'est très important. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le clinch, c'est un peu le mouvement qu'on utilise beaucoup en taille. C'est lorsqu'on vient agripper généralement la tête de l'adversaire. Et là, on va travailler en clinch. Ce qu'on appelle donc travailler en clinch, c'est travailler en prise. Là, on va pouvoir mettre des coups de genoux donc sur les côtés, on va pouvoir mettre des coups de genoux dans l'axe, on va pouvoir mettre des coups de coude en sortie de clinch, c'est-à-dire que par exemple, je verrouille la tête de mon adversaire avec les paumes de mes mains. Et bien là, je vais essayer de faire un mouvement qui va faire en sorte de saisir ma tête, enfin sa tête. Je saisis sa tête, j'enlève une main qui était lors de la saisie, et là, je vais pouvoir mettre un coup de coude lors de la sortie. En fait, c'est une rupture de contact. Si vous avez vu le KO de Fares Ziam contre Matt Frevola, c'est du clinch et c'est un KO en sortie de clinch. C'est-à-dire que Fares a la tête de Frevola, il enlève sa main pour attraper sa tête et mettre son coup de coude, son coup de genou en sortie de clinch. Les ruptures de contact, c'est très important puisqu'il y a pas mal d'adversaires, il y a pas mal de combattants qui ne sont pas très, comment dire, aware, je ne sais pas comment dire en français, mais ils sont pas très au courant, conscients de la zone de danger, des zones de contact. Les ruptures de zone de contact pour quelqu'un qui sait bien les gérer, c'est vraiment très dangereux. Ça marche aussi en boxe anglaise, hein. Lorsque vous êtes dans la boîte ou au corps à corps, vous sortez une petite tête et vous mettez un petit uppercut, ça peut marcher également. Donc voilà, donc gros coup de coude et bonne sortie clinch de Garcia. Et Garcia arrive à finir Gordon. Donc franchement, très beau combat également. Garcia en fait, il arrive, il met un knockdown à Gordon, pardon. Puis après, il essaye de l'étrangler sur la suite du mouvement. Et finalement, il arrive à le finir en ground and pound avec une salade de coude. Donc vraiment, des combats vraiment sympas sur cette Fight Night à Mexico. Enfin, pas à Mexico, mais pour l'UFC Mexique. Donc c'était vraiment sympa. Ensuite, on a eu le combat de Gastelum contre Stoltzfus. Gastelum, il commence à être assez vieux, mais il a fait des grosses guerres. D'ailleurs, il ne s'est jamais fait mettre KO. Donc il a un menton vraiment très solide. J'en parle car ça va être important dans le game plan de Stoltzfus. Tout d'abord, sur le premier round, on a un beau travail de kick de la part de Stoltzfus. Donc gros middle kick, gros low kick, et ça c'est passé quand même beaucoup souvent. En fait, ça a empêché Gastelum de venir, puisque Gastelum était plus petit que Stoltzfus. Là, on va faire une petite aparté un peu sur tout ce qui est distance de combat. Si vous êtes grand, c'est dans votre intérêt de garder votre adversaire à distance, d'utiliser notamment des kicks, tout ce qui est front kick, high kick, middle kick, low kick. Tout ça, ça va empêcher l'adversaire de venir. Votre adversaire, il vient et vous lui mettez un low kick intérieur, bah là, vous lui sapez les appuis. Donc ça, c'est important pour les grands de travailler comme ça. Tandis que lorsque vous avez un Gastelum qui est plus petit, bah lui, son objectif, ça va pas forcément être de venir en jambes parce qu'il va pas avoir la bonne distance. Donc là, l'objectif de Gastelum, ça va être de venir casser sa distance, notamment avec des overhands, des feintes, des choses comme ça. Et après, venir au corps à corps. Les adversaires qui sont plus petite taille par rapport aux grands sont plus avantagés sur tout ce qui est clinch et grappling, puisqu'ils ont un centre de gravité plus petit, donc c'est un peu plus simple pour eux. Donc ce combat, c'était vraiment ce game plan là. On avait un Stoltzfus sur le premier round qui essayait de garder cette distance avec les kicks, et on avait Gastelum qui essayait de casser sa distance avec des combinaisons de ponts. Donc ça, c'était intéressant. Le premier round, il est pour Stoltzfus car il arrive notamment à marquer plus de points. Par contre, sur le deuxième round, on a une nette amélioration de la part de Gastelum car on ne sait pas pourquoi, mais Stoltzfus n'utilise plus de kick. Il essaye de boxer avec Gastelum, sauf que Gastelum est bien meilleur que lui. Il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis, donc c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre ce qu'il fait. D'ailleurs, Gastelum arrive même à faire un knockdown à Stoltzfus parce que c'est son domaine de prédilection, la boxe anglaise, à 1 minute 30 de la fin du deuxième round, donc c'était quand même un moment important. Le souci aussi, c'est que Stoltzfus se prenait pas mal d'anglaise car il avait une posture très raide. En fait, c'est ça le problème avec la boxe anglaise en MMA, c'est qu'on ne peut pas non plus beaucoup désaxer la tête, puisqu'après on est en proie à des menaces de high kick, de genoux, donc on ne peut pas trop faire des mouvements de buste comme en anglaise, sauf que là, Stoltzfus était vraiment très raide, et donc il se prenait pas mal de jabs, pas mal de coups, et donc c'est pour la raison pour laquelle il s'est pris ce knockdown. Logiquement, sur l'ensemble des 3 rounds.
Gastelum, il a pris cette victoire à la décision. C'était un combat qui était sympa. Malheureusement, pour Stoltzfus, je pense qu'il est passé à côté de son combat, puisque s'il arrivait vraiment à garder Gastelum à cette distance avec ses kicks, pas mal de middle kicks, ça lui aurait sapé un peu plus le cardio. Donc ça aurait pu être intéressant. Mais du coup, Gastelum, il a réussi à capitaliser sur ses qualités et il a gagné ses rounds. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et bien sûr, donc pour terminer, on va parler donc du premier fight, puisque je suis parti du main event jusqu'au premier fight de la main card. Santiago Luna versus Kwang Lee. Alors, knockdown à 15 secondes du début du round pour le gros début de round de Lee. Alors là, franchement, c'était assez dingue ce combat aussi, puisque Lee commence très très fort le combat avec un knockdown qu'il inflige à Luna. Et d'un coup, Santiago Luna, il arrive, il revient et il met un knockdown, puis après il met un KO quelques temps plus tard à Kwang Lee. Donc pour récapituler, je sais pas si vous avez compris, mais en gros Lee il commence le combat, il met un knockdown. Quelques minutes plus tard, toujours dans le premier round, et bien c'est Santiago Luna qui revient et qui met un KO, un knockdown, puis après il suit bien sûr en ground and pound sur Lee. J'ai pas pu noter grand chose parce que c'était un combat qui a été assez rapide. Mais en tout cas, niveau spectacle, cette carte était vraiment pas mal. On a eu quelques finishes, donc c'était cool. Et puis surtout, on a eu des belles performances. Donc franchement, c'était un UFC Mexico vraiment sympa. Moi, j'ai bien apprécié. Et puis comme je vous l'ai dit, le combat de Diego Lopez contre Jean Silva, c'était une pépite. Des retournements de situation, techniquement, c'était vraiment dingue. Et puis Jean Silva, voilà, il a perdu. Mais franchement, le striking qu'il a, il est exceptionnel. C'est peut-être qu'il a manqué un peu de sol, mais bon, Diego Lopez, c'est pas nul, vraiment pas du tout. Mais franchement, le striking de Jean Silva, il est vraiment beau. Très brutal, très varié. Donc j'aime beaucoup. Moi, j'ai hâte de le revoir dans la cage. Par contre, là, c'est un peu moche pour les Fighting Nerds, puisqu'en une semaine de combat, il y a eu quand même 3 défaites des Fighting Nerds. Donc je le rappelle, Caio Borraio a perdu à la décision face à Nassourdine Imavov. On a eu également Mauricio Ruffi qui a perdu par soumission lors du deuxième round face à Benoît Saint-Denis. Et maintenant, on a Jean Silva qui a perdu par TKO au deuxième round face à Diego Lopez. Le dernier Fighting Nerds qui a gagné, c'était Carlos Prates qui avait gagné il y a quelques mois de ça, il y a un mois je crois, face à Geoff Neal sur coup de coude retourné. Je crois que c'était à la fin du premier ou dans le deuxième round. Donc c'est le seul des Fighting Nerds qui a performé. Mais bon, il avait perdu avant. Il avait perdu le combat d'avant face à Yann Gary Machido. Donc voilà, Fighting Nerds, ça prend une petite claque, mais bon, c'est normal, forcément au début on gagne parce que y a moins d'adversité. Là, ils sont tous arrivés au top 15, ils commencent à tous taper des mecs un peu plus chauds, forcément pardon, c'est pas la même tasse de thé, les mecs sont beaucoup plus compétitifs. Néanmoins, il y a rien à jeter, franchement, Jean Silva, il est tombé sur plus fort que lui. Et attention, parce qu'il il a peut-être perdu juste parce qu'il a été un peu trop greedy, un peu trop avare, parce qu'il a touché vraiment très sévèrement Diego Lopez, et malheureusement il se fait contrer, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais en tout cas, gros UFC Mexico, c'était sympa. J'essaye de chercher encore un peu le rythme de parution de ce podcast. C'est minimum un par semaine, ça je l'ai dit. Mais quel jour, je ne sais pas encore. Là, il y a eu beaucoup de changements d'emploi du temps de ma part sur le travail, etc. Donc j'attends de voir vraiment, lorsque je suis ancré, posé, me dire quand est-ce que je sortirai ce podcast. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sur les épisodes qui vont arriver, je vais essayer de détailler un peu plus les termes. Parce que c'est vrai que moi, quand je vous dis clinch, je sais de quoi je parle. Et ça se trouve que vous ne savez pas forcément de quoi je parle, vu que c'est un podcast qui cible un peu tout le monde, mais aussi des personnes qui ne connaissent pas. Donc je vais essayer d'approfondir un peu plus les termes au fur et à mesure, de faire peut-être des apartés pour expliquer telle ou telle notion. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, les amis, que vous avez passé un agréable moment. Je vous l'ai dit en début d'épisode, n'hésitez pas à laisser une petite note, à partager, à en parler à vos amis si vous aimez bien les podcasts, que vous connaissez des gens qui aiment les podcasts de sport de combat. Vous pouvez en parler, vous dites moi je connais quelqu'un, il fait des podcasts sur les sports de combat, surtout sur les MMA. Donc n'hésitez pas à en parler, à partager, liker, ça fait plaisir les amis. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fighters.